Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire l'intro en espagnol, mais non, moi j'ai choisi le néerlandais, donc on n'ira pas sur cette voie-là. Aujourd'hui, voilà, petit week-end de football, on en parlait hein, avant de commencer l'émission avec Carter et Muse. Mais on a quand même eu un derby de Madrid, et donc ce sera le sujet principal du jour, avec un revenant, Carter. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, ça va. C'est ma première de l'année. Enfin de retour, je suis content. Enfin de retour, je suis content. Je me sentais plus trop dans l'équipe. Il fallait que je De repense santé, sous. que j'étais le chroniqueur numéro un. Je dû reprendre la place sur le trône. Non, c'est les objectifs 2025. Je t'ai vu cette semaine, ces derniers jours, Ah, sur le réseau X, assez aigri. aigri, justement, je voulais être contre Non, aigri. mais aigri, des aigris. Ouais, en ce moment, ouais, je fais un peu le vase déborde de certains chroniqueurs foot, notoirement connus. Je tairai les noms. Mais sinon, non, ça va. Ça va, ça va. Alors, et Muse hein, qui enchaîne, évidemment, un peu le Fede Valverde de Let Me Talk, le Rudiger en espérant pas la même fin. Comment ça va, Muse? Bah, ça va super, Patrick. Et toi, comment tu vas? T'as passé un bon week-end? Bah, week-end en vrai, avec un match de foot, donc on passe un bon week-end quand on n'est pas obligé de regarder tous les matchs. On a évidemment suivi de manière professionnelle ce qui se passait aussi dans notre belle Pro League, même si on n'en parlera pas, mais non, c'était un chouette week-end. Un peu pause. Quand je trouve qu'en la première ligue, il n'y a pas, ça fait comme une pause un peu dans le week-end. C'est vraiment la première ligue qui domine, faut le dire. Bon, je regardais peut-être 5 minutes de Manchester City, Leyton Orient quand j'ai reçu la notif SofaScore 1-0 de Leyton Orient. Malheureusement, ça ne s'est pas fini de la bonne manière pour Leyton Orient, parce que je suis Un fan beau, depuis très très un longtemps beau, un de beau cette but au équipe. Un but de fou. Nico Gonzalez qui a découvert c'était comment le championnat anglais. Non, on siffle pas faute même si on te bouscule. Non, 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 ça a été, ça a été. Donc, bah, allez, Tant mieux alors, tant mieux. tant mieux. Euh, Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et que c'est disponible en podcast et sur YouTube. Petite annonce, il n'y aura pas d'épisode lundi prochain. L'excuse, il n'y aura pas. Mais à la place, il y aura un épisode fin de semaine, jeudi soir, en live, où on va débriefer Ligue des Champions. Donc, ce sera en même temps que l'Europa League. Il faudra faire votre choix. Regardez Fenerbahçe, Anderlecht, Union Ajax, ou venir nous voir parler de matchs assez intéressants qu'on a quand même cette semaine, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission, avec évidemment le Real City en affiche tard, mais aussi le club de Bruges Atalanta. Donc, on débriefera ça en live jeudi soir. On espère vous voir un petit peu plus nombreux que la dernière fois, mais bon, même si vous n'êtes pas là, on enregistrera. Et donc, maintenant, on peut passer au sommaire. Et comme vous pouvez le deviner, on va commencer par parler du Real Madrid Atlético, un derby sans vainqueur. Ensuite, on se projettera un petit peu sur la course au titre en Liga, où à un moment donné, on pensait qu'il y avait un favori, puis un autre, et au final, est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement pas de favori dans cette Liga hyper disputée? On terminera par les pronos LDC. Mardi, mercredi, on a des matchs plutôt pas mal. On avait fait la projection il y a 2 semaines avec Muse et Kako. Maintenant on sait les affiches, on va un petit peu donner nos avis sur le match aller et la qualification au global. Et on finira comme d'habitude avec les arrêts de jeu ou si Carter et Muse ont envie de parler de quelque chose qui n'est ni les Real ni l'Atletico, on vous écoutera évidemment. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Un derby sans vainqueur. Donc, c'était le choc du week-end ce samedi en Liga entre les deux clubs madrilènes, donc le Real Madrid et l'Atlético, qui étaient donc les deux premiers et qui le sont toujours évidemment du championnat. Au niveau des compos côté Real, on avait une défense expérimentale et comme je le disais, avec la blessure de Rudiger, on avait donc Raúl Asensio et Tchouaméni dans l'axe. Sinon, une compo assez habituelle avec Fran Garcia qui a maintenant pris la place de latéral gauche, au moins pour les grands matchs à Ferland Mendy. Ceballos qui s'est installé au milieu depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et pour ce qui est de l'Atlético, on avait le Normand qui était suspendu et qui est d'ailleurs sur une grosse saison, pas vu un seul match de l'Atlético, mais c'est ce que les gens disent. Sinon, pas d'énormes surprises. Hein. On avait un 11 type du côté de l'Atlético avec Griezmann, Julian Alvarez. Et après, je trouve, enfin, de ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a des joueurs assez échangeables dans cette équipe d'Atlético. Je veux dire, un Molina, il peut jouer, parfois il joue pas. Il n'y a pas vraiment un 11 type comme on peut le voir avec certains clubs. Score final, un but partout qui n'arrange personne, j'ai envie de dire. Peut-être l'Atlético, vu que c'était quand même un match à l'extérieur. Donc l'Atleti avait ouvert la marque sur un penalty de Julian Alvarez avant une égalisation au début de deuxième de Mbappé.
première question, je vous laisse la parole. C'est quoi un peu vos avis sur ce match? Je vais commencer, excuse-moi, Carter. D'abord, moi, j'attendais beaucoup de ce derby-là. Je me suis dit que c'est peut-être le moyen de commencer à distancer l'Atlético Madrid parce qu'il nous colle aux fesses depuis un petit moment déjà et larguer le Barça pour se diriger tranquillement vers le titre final. Mais au final, non, c'est une déception. J'ai pas vu un Real dominateur, un derby que j'ai pas trouvé très spectaculaire. La première période, on s'ennuyait beaucoup, pas beaucoup d'occasions côté Real. Et j'ai vu une équipe, donc l'équipe de Simeone, l'Atlético Madrid, venir garer le bus, chercher au moins le match nul et voilà, leur objectif était atteint. Ouais, je vais pas paraphraser ce qu'il a dit. C'était pas un match explosif. C'est un match qui, je trouve, est monté graduellement en intensité. Mais sinon, voilà, comme souvent dans le derby de Madrid, c'est un match plutôt terne. On était souvent habitué récemment à avoir des fins un peu explosives, mais pas des matchs explosifs. Ici, on n'a eu ni l'un ni l'autre. On a pas eu un but de Griezmann à la dernière minute. On a pas eu un coup franc de Ramos, je remonte à longtemps, à la dernière minute. On n'a pas eu. Voilà. C'était un match, disons, tactique. Et on parle d'Ancelotti. Mais c'était un match plutôt tactique, sans disons, spectacle. Voilà. C'était un match tactique avec quand même des bonnes choses à voir, mais on n'a pas eu le droit à un spectacle, pardon, comme on a l'habitude de le voir du côté de la Catalogne cette année. Ça n'a pas été le cas du côté de Madrid. Ouais, ça c'est sûr, hein. Moi, je vous suis. C'était pas, on sait, hein, les derbys, souvent, je pense qu'il y a souvent déjà le score 1-1. C'est un score qui revient très, 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 très souvent dans ce type de match. Après, je trouve un petit peu dur. Et Dieu sait, je suis avec l'Atlético. Ok, c'était pas une. L'Atlético, ils sont pas venus prendre les 3 points, mais ils n'ont pas non plus posé le bus. Après, est-ce qu'il y avait besoin de poser le bus, au moins en première mi-temps, quand tu vois ce que le Real produisait? Je pense que tu n'avais pas besoin de poser le bus. Je trouve même que sur la première mi-temps, il n'y a pas de grosse occasion, mais les meilleures combinaisons, entre guillemets, je trouve que c'était du côté de l'Atlético. Après, je sais pas où, je trouve vraiment qu'on a eu 2 mi-temps assez différentes. Autant la première mi-temps était assez chiante à regarder, très tactique, avec un Real qui a le ballon, mais en gros, on dirait, quand on arrive dans les 30 derniers mètres, on ne sait pas trop quoi faire. On nous a pas dit ce qu'il fallait faire à partir de ce moment-là. Genre, on nous a donné la copie, et la copie, elle va jusqu'au 70 premier mètre de notre partie, puis après, il faut se débrouiller. Il manque des pages. Ouais, il manque des pages dans le livre que Carlo Ancelotti a préparé. Et parce que c'est sûrement un peu débrouillez-vous, les gars. Genre, vous êtes des grands joueurs, des grands offensifs. Moi, je vous laisse faire ce que vous voulez. Sauf qu'ils ne savaient pas faire ce. Enfin, ils ne savaient pas quoi faire. Tu avais un Bellingham assez bas. Donc, tu avais même un Mbappé qui redescendait très bas. Donc, au final, tu n'avais presque pas de présence. Mais au final, en deuxième mi-temps, je trouve que ça a été quand même beaucoup plus offensif. Mais il y a le but qui change un petit peu la physionomie du match. J'ai envie de revenir un petit peu sur les stats avec vous, qui sont pas étonnantes, mais quand même qui veulent dire peut-être quelque chose. Donc, le Real avait évidemment la possession, 60% contre 40% pour l'Atleti. Au niveau des expected goals, on est à 1,72 versus 1,47. Ça représente assez bien le score final. Sans oublier quand même qu'il y a eu un penalty pour l'Atlético qui a une très grosse valeur. Donc, on est dans les, je sais pas, 0,75, quelque chose comme ça. Donc, le Real a tiré 23 fois, l'Atleti 10 fois. Courtois n'a fait aucun arrêt. Au Black 8. L'Atlético a fait un seul tir cadré, le penalty, et le Real 9. Et voilà, on a eu un tir sur le poteau. Voilà. Est-ce que pour vous, le score de 1 partout est mérité, entre guillemets, par rapport au demi-temps, ou est-ce qu'il y a peut-être une des deux équipes? Est-ce que le Real, plutôt, bon, vu que l'Atlético a fait qu'un tir, méritait peut-être un petit peu mieux? Non, je dirais pas que le Real méritait mieux parce que c'est pas normal de proposer de jouer qu'une seule mi-temps sur 2. Et c'est pas que ce match-là, il y a plein de matchs où à chaque fois le Real jouait une mi-temps sur 2. C'était le cas avec le Borussia Dortmund, où il s'est réveillé en deuxième, et là aussi c'était pareil. Donc non, il ne mérite pas cette victoire-là et ce match nul. Ce partage, il est totalement logique. Tu peux pas miser tout sur une mi-temps. C'est juste pas possible. C'est que les consignes tactiques ne passent pas ou qu'il y a un problème. Et moi je pense que cette équipe du Real, l'équipe de Carlo,
c'est une équipe à réaction. Tant qu'ils ne sont pas menés ou tant qu'il n'y a pas une urgence absolue de marquer, tu verras pas forcément un grand réalisme face au but, les attaquants qui deviennent très maladroits. Et j'ai l'exemple du dernier match où on fait 1-1, il me semble. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus Défaite. souvenir du. Défaite C'était face à quoi? l'Espagnol. Défaite À face à l'Espagnol, l'Espagnol voilà, 0-1. 1-0. Où je ne sais pas, tu as combien d'occasions et il n'y en a pas un seul qui rentre. Et tu as l'Espagnol qui je ne sais pas comment, d'ailleurs, Romero devait être exclu. C'est lui qui marque et on perd le match comme ça. Et moi, cette première mi-temps, c'est ce que j'ai vu. Ça me faisait penser à ce match-là où tu dois marquer, mais tant que tu n'es pas dans la merde ou tant que tu n'es pas mené, bah, c'est un peu Ouais. de nonchalance. Les occasions ne sont pas prises au sérieux, manque de réalisme. Et ça me dérange vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je vois le Real sur la première mi-temps, c'est 7 tirs, 0 tir cadré et 6 tirs en dehors de la surface. Donc, Dont les tirs un peu de loin ou un peu en dehors de la surface. Donc, en fait, j'ai bien aimé ta métaphore sur les pages qui ne sont pas imprimées jusqu'au bout. Moi, je pense qu'en fait, Carlo Ancelotti s'est posé devant son ordinateur. Il a ouvert DeepSeek. Il a dit comment jouer face à l'Atlético Madrid. Et il a appuyé sur Print. Et je pense qu'à la fin, il n'y avait plus de cartouches, tu vois. Et du coup, ça explique pourquoi dans les 20-30 derniers mètres, on n'arrivait pas à combiner, on n'arrivait pas à trouver de solution. mais je pense que c'est. Moi, j'avais lu, je pense, jeudi ou quoi, où il a dit, genre, Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, on a regardé avec le staff, je sais plus si c'est jeudi ou vendredi. On a Ouais, regardé avec ouais, le mais staff un d'ailleurs, peu l'Atlético et on en parlera aux joueurs demain. Mais je dis, mais. Donc, ça, je pense que c'est jeudi. Et genre, en fait, ça veut dire que les joueurs, ils ont appris un petit peu ce qu'ils devaient faire vendredi. mais c'est fou, c'est fou. T'es le T1 du Real Madrid et la veille, tu montes quelques vidéos et tu parles de tactique à quelques heures, à moins de 24 heures d'un match. Je comprends pas en fait. Cette équipe-là, elle marche pas au niveau, elle ne marche que au niveau du pouvoir de l'amitié. C'est un peu comme Fairy Tail, tu vois. Faut Pour regarder, ceux qui ont évidemment. suivi, pour ceux qui ont suivi le manga et l'animé, c'est vraiment que le pouvoir de l'amitié. Cette équipe-là, tactiquement, c'est le néant. Tu as une Lamborghini, une Porsche, une Bugatti devant, et tu joues comme si tu roules en Peugeot. Enfin, je ne comprends pas. Il y a un trop grand écart entre l'attaque et le milieu de terrain. Et comme tu disais, il y avait des moments où Mbappé il descend complètement. Tu retrouves Rodrigo en neuf et Vinicius à droite, Bellingham qui remonte à gauche. Enfin, je sais pas, moi je pense que c'était un peu la catastrophe tactiquement dans la tête des joueurs et je pense que les consignes ne sont pas du tout passées. Il y a une stat qui ressort. J'ai envie de t'entendre sur celle-ci, Carter. C'est cette saison, le Real Madrid n'a pas remporté un seul match face au top 4. Donc évidemment, ils font partie du top 4. Donc c'est défaite à Bilbao, c'est défaite à la maison face au Barça, 2 matchs nuls face à Atletico. Est-ce que pour toi, c'est une stat inquiétante et qui reflète assez bien peut-être les problématiques du Real Madrid? Inquiétante, allez, je vais me mouiller, je vais dire oui quand même, parce qu'on est quand même habitué à que chaque année, le Real soit fort contre les forts et au contraire, des fois, faible contre les faibles. Le Real, sa force a toujours été heu, de répondre présent dans les grands matchs, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga. Et d'ailleurs, quand on regarde les derniers moments, allez, dernière fois, ils ont gagné le championnat de la Liga, heu, c'était frustrant parce que tu voyais qu'il y avait des victoires dans le Classico. Et d'ailleurs, il y avait un moment où le Barça ne gagnait plus de Classico et le Classico non plus. Les derby, c'était, il les gagnait plus. Et là où le Real perdait des points, c'est souvent contre les gros et contre les petits, pardon. Et ici, ben, tu as l'impression que c'est l'inverse. C'est vrai qu'il y a eu l'écart il y a 2 semaines contre l'Espagnol. Il y a 2 semaines, une semaine? Non, c'était il y a 2 semaines, je pense. Contre l'Espagnol. Week-end passé. Ouais, week-end passé, voilà. Et mais sinon, allez, quand on regarde depuis, allez, il y avait, je parle du Classico en championnat, pas Classico en coupe. Et ben, depuis le Ouais. Classico en championnat, il y avait une dynamique qui s'était installée du côté du Real, où ben, je pense que ça coïncidait aussi avec le retour en forme de Mbappé. Je ne m'oublie pas en disant ça. Où le Real était plutôt, allez, là où moi, généralement, j'ai l'habitude de voir le Real des fois perdre des points stupides contre les petits en Liga. Je voyais qu'il y avait une dynamique qui s'était installée. Donc, avant d'aborder ce match, je me dis, ben, le Real arrive un petit peu en force. C'est vrai qu'il y a eu l'écart en coupe en début, au mois de janvier contre le Barça. Et surtout que vendredi soir, Cholo déclare que, clairement, on va parquer le bus samedi soir.
Donc, je me dis, ben, allez, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent à quoi s'attendre. Ils sont sur une dynamique, ils ont affronté beaucoup de petits en Liga. Ils ont affronté beaucoup de blocs bas en Liga. Allez, la dynamique, elle est pas différente de la manière dont tu vas aborder ce match-là. Mais tu sais comment ils vont t'attendre. Bon. J'avoue que... Bah, moi, je Bon, voudrais rajouter aussi quelque chose par rapport à ça, Carter. C'est que surtout cette saison, le Real arrive à gérer ses petits matchs. Mais face au gros, j'ai l'impression, je comprends pas, c'est la compo le problème ou mentalement, mais on n'arrive pas. Donc en Liga, Patrick l'a dit, 0 victoire contre l'Atlético, match aller-retour, défaite à Bilbao, défaite à domicile contre le Barça. En Ligue des Champions, on perd contre Lille. On se fait gifler par l'AC Milan à domicile. On perd à Liverpool où Mbappé nous sort un gros caca monstrueux. T'as la Super Coupe aussi, comme il parlait. Avec voilà, le la Barça, Super donc, Coupe, on se fait gifler 1-5 ou 4-0 à la mi-temps, 5-1 au bout de 46-47 minutes. Donc non, il y a un gros problème et moi je pense que peut-être qu'on va en reparler plus tard, mais moi j'ai plus confiance, enfin, j'ai pas confiance en Carlo Ancelotti. Là, je vois l'Atlético Madrid nous coller à ça et tu as le Barça qui se frotte les mains parce qu'ils sont que à 2 points. C'est-à-dire que tu dois aller battre le Barça au Camp Nou, tu perds, tu passes 3e. Et voilà, la Liga te file sous les doigts. Alors qu'on avait, à un moment, je pense, 7 points d'avance. Ouais, Le Barça a enchaîné les défaites et les matchs nuls. Et au final, ils sont qu'à 2 points. Tu perds le Classico et tu finis 3e. Moi, je trouve ça fou. On a parlé du Real, justement, ça ne marche pas face aux autres gros. Inversement, on a l'Atlético, peut-être, donc qui est invaincu, enfin, du moins face à ces deux gros rivaux, qui étaient gagnés au Montjuïc face au Barça avec ce but de Charlotte à la toute fin, qui est invaincu face au Real avec 2 matchs nuls. Même en Europe, on peut dire qu'ils ont quand même été battre le Bayer Leverkusen. Oui, ils ont battu Bayer Leverkusen. Est-ce que on peut dire qu'on est étonné positivement par l'Atlético, ou bon, vu le standing du club, je pense qu'ils ont quand même fait le plus gros transfert de l'été en termes de montant avec l'arrivée de Julian Alvarez. C'est censé être normal que l'Atlético puisse rivaliser face au Barça et face au Real. Je peux aller. Ouais, vas-y, je te laisse et je vais dire un truc après. Ouais, je vais pas essayer d'être trop long comme ça. Je vais pas ennuyer nos auditeurs. Mais je suis absolument pas surpris pour plusieurs raisons. La première, c'est la plus courte, c'est que je pense qu'on a souvent tendance à rendre plus petit l'Atlético qu'ils ne le sont. Par nature, on oublie souvent à quel point c'est un grand club parce que c'est un club qui perd souvent dans les gros moments, demi ou finale de Champions League, et qui est en Liga, ça affronte toujours les 2 meilleures équipes du monde. Et donc, à cause de ces 2 raisons, on oublie toujours un petit peu que l'Atlético, c'est un grand club, avec souvent des grands joueurs, voire 1 ou 2 des meilleurs joueurs du monde. Oblak l'a été pendant un moment, Griezmann l'a aussi été. Donc, chaque année, tu pars quand même, ou tu commences pas l'année, la saison, avec quand même un groupe de joueurs qui fait partie du gratin mondial. Donc, partant de là, les attentes, elles sont quand même haut placées. Un petit peu moins que le Real et le Barça, parce qu'ils finissent souvent 3e. Et ça, c'est la première raison pour laquelle je ne suis pas forcément surpris. La deuxième, c'est parce que cet été, au vu de leur fenêtre de transfert, je l'avais dit à ceux qui voulaient bien m'entendre, j'ai parlé avec beaucoup de collègues. Moi, je les voyais principalement gagnants. Je les voyais favoris en Liga pour plusieurs raisons. Parce que l'arrivée d'Mbappé me laissait un peu perplexe par rapport au fonctionnement du Real Madrid. Et l'arrivée d'Hansi Flick me laissait aussi perplexe pour l'après-Xavi. Et je me disais aussi que le mercato que l'Atlético avait fait, c'était le mercato parfait pour l'Atlético de Madrid. Moi, quand j'ai vu que Alvarez se dirigeait vers l'Atlético, c'était le joueur parfait pour l'Atlético. Un joueur argentin, un joueur qui se plaît dans une attaque à 2, avec Griezmann qui n'est plus assez bon pour jouer devant, mais qui n'est pas assez bon pour jouer dans le milieu-terrain comme on a essayé de nous le faire croire pendant un moment, donc qui joue juste derrière 2 attaquants, avec un attaquant qui l'année passée a marché sur la Liga, qui est Sorloth, qui est complémentaire à Julian Alvarez. En plus de ça, tu ramènes un joueur qui on a beaucoup critiqué, Patrick et moi, anglais, Conor Gallagher, mais qui est parfait pour évoluer sous les ordres d'un entraîneur comme Cholo.
Et en fait, je pense que j'ai oublié un joueur. Bon, je ne veux pas dire que L'anglais l'anglais, voilà, je ne veux pas dire que je le comptais et le comme normand. important. Le Normand aussi. Un très bon transfert. L'anglais, il arrive un peu sur la pointe des pieds parce qu'il revenait de plusieurs Ouais, c'était un échecs. échec. Il était où, à Villa ou Tottenham? Je Aston sais Villa, même plus. Aston Villa et Tottenham, les deux en fait. Les deux. Ouais, il a fait les deux, mais je sais plus dans quel ordre. Et donc, au vu de leur transfert de mercato, moi, j'étais plutôt positif et même enthousiasmé par rapport à leur saison, parce que je me disais que c'est la saison où Cholo serait enfin équilibré. Il sortirait du fait que de sa case où, oui, moi, tous les matchs que j'aborde, en tout cas les gros matchs, je parque le bus. Et il sortirait aussi de ce qu'il a essayé récemment, il y a quelques saisons, vous vous en rappelez, où il a complètement essayé de changer de style de jeu, ramener des joueurs super offensifs et transformer un peu l'image que les gens de l'Atlético Madrid en jouant au football. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, OK, il veut sortir du fait qu'il part tout le temps le bus et du fait qu'il essaie de jouer au football comme le feraient des belles équipes de jeu. Changer complètement de philosophie de jeu. En fait, je pense qu'avec l'équipe qu'il a aujourd'hui, il peut avoir le parfait équilibre entre je sais quand je parque le bus et je sais quand je peux jouer au football. Preuve en est, je pense que la semaine passée, ou il y a 2 semaines, il gagne 5-0. C'est quand la dernière fois que l'Atlético a mis 5 buts en Liga? Je ne me rappelle pas. Et donc, je pense que cette équipe, elle est parfaitement équilibrée et il y a la continuité. Et ils ont, selon moi, même si c'est un coach qu'on qualifie souvent de loser, un des meilleurs coachs du monde. Donc, je ne suis pas surpris de les voir là où ils sont. Et je pense même que des 3 équipes, c'est l'équipe qui est susceptible de faire le moins gros flop. Ça veut dire qu'il est le moins susceptible de perdre des matchs importants jusqu'à la fin de saison en Liga, selon moi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Carter, parce que l'Atlético Madrid est vraiment le champion du monde dans le fait de faire de l'Atlético Madrid. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils recrutent toujours les joueurs dont ils ont besoin, tu vois. Dès que tu as un poste, tu as un joueur, le El Cholo, c'est déjà avec qui le remplacer. Et ça marche tout le temps. Il n'y a que les gros footix qui suivent pas beaucoup ou très peu la Ligue des Champions, le football et qui suivent quelques matchs de Ligue des Champions qui peuvent dire ça. Moi, je suis la Liga depuis 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais je suis pas étonné de l'Atlético Madrid. C'est toujours comme ça. L'Atlético Madrid, ça a toujours été une équipe qui venait faire chier, surtout ces dernières années, le Real et le Barça. Et en plus de ça, tu as une plus grosse enveloppe avec les nouveaux partenariats, le rebranding du stade, tout ça. Tu recrutes des meilleurs joueurs et ça se voit. Donc non, moi je suis pas du tout étonné. Je suis pas du tout étonné. Alvarez, je sais même pas dans quel autre club je l'aurais vu, pour te dire. C'est vraiment le club qu'il lui fallait Ah ouais? et ça Moi, marche bien. même si l'Argentin, Il Au Barça, je l'aurais vu aussi. ouais, je trouve que. Parce que par exemple. En fait, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui marche beaucoup avec la grinta, tu vois. Et Alvarez, c'est ce genre de joueur-là. Tu trouves? Donc c'est un mariage parfait. Moi, je vois pas forcément. Moi, je n'aurais pas Alvarez. Je trouve dans une équipe. Moi, j'aurais vu dans une équipe plus joueuse. Après, Atlético, ça marche aussi. Enfin, même si les débuts n'étaient pas si faciles que ça. En Là, fait, ça va mieux depuis plusieurs semaines. Mais... c'était à un moment où s'enchaînaient les matchs de Coupe du Roi. Je sais qu'il y a un match contre une D3 ou une D4. Ils ont du mal à gagner. Il met un doublé en fin de match et c'était le déclic. Je pense que ce mois d'octobre. Et depuis, je pense que c'est lancé. C'est un des hommes forts de Cholo depuis ce moment-là. Donc, c'est vrai que tantôt, j'étais un peu, disons, vite dans les conclusions. Mais c'est vrai que le mariage n'était pas forcément évident. Il y avait des zones où on pouvait dire, ah, je pense que ça pourrait marcher. Mais c'est vrai que le mariage, comme dit Patrick, n'était pas forcément évident. Moi, je voyais la compatibilité, pardon. Mais c'est vrai que le mariage n'était pas forcément évident, a priori. Mais moi, je voyais la compatibilité, surtout que je sais que Cholo avec les joueurs argentins, généralement, ça marche. Ouais. Donc, les joueurs sud-américains, en général, ça marche bien, l'Atlético Madrid, moi, je trouve. Par Jackson Martinez, j'y croyais. J'y croyais, mais bon, c'est quoi? Il s'est cassé quoi en Chine, je crois? Je sais même plus. Ouais, mais ça n'a jamais matché. Je pense qu'il y a des blessures. Par contre, il y a un. Ouais, pour faire. On sort un petit peu. Il y a un joueur avec qui ça n'a pas du tout. Enfin, pas vraiment marché. Alors que pour moi, c'est le joueur le plus compatible que j'ai vu de ma vie, footballistiquement Atlético, c'est Mandzukic. Je ne comprends toujours pas comment ça n'a pas pu matcher entre les deux. Parce que tu vas dans l'attaquant hargneux comme ça, techniquement pas bagarreur. Ça n'a pas matché. Avec Allegri, ça a matché de fou, c'est incroyable. Avec Diego Simeone, il a fait 1 an, puis il est parti. Pourtant, le style n'était pas complètement différent, tu vois, entre l'Allegri mais les joueurs et Simeone, tu vois, mais je sais pas. Mais les joueurs des Real étaient différents quand tu passes de jouer avec Marquinhos, Pogba, Dybala, et puis tu vas te taper. Bon,
C'est Griezmann, il joue à l'inverse, je pense. Hein. C'est dans l'autre sens. Dans mon souvenir, il fait Bayern, D'abord, c'est Atletico, Juve. l'Atlético, ensuite Ah ouais, la ok. Juve. Ouais. Ouais, Moi, tu sais que j'ai même le souvenir qu'il avait fait Bayern, Juve, Atletico, non, Juve. Et qu'il repart à la Juve non, après non, parce le. qu'il est là, regarde, il est là au Bayern quand il y a Guardiola. Mhm. Quand il y a le 4-0, enfin le 0-4, le Real, donc 2013-2014. Et il arrive en même temps que Griezmann à Atletico, 2014-2015. Parce que je vois le maillot qu'il portait à l'époque. Et puis il part à la Juve. Ah, il fait pas de passage à la Juve. J'avais l'impression. Euh, J'avais l'impression, mais Deux je peux me tromper. passages, je pense pas. Non, je pense pas deux passages. je me demande s'il En 2017, il marque son but contre le Real en finale de Ligue des Champions. Mario Manzo. 2018, Ronaldo est toujours là. Ouais, non, il fait bien. Bayern, Atletico, Juve, puis il part en Arabie Saoudite, puis il va à Milan dans Ouais. un truc assez flopesque. Et voilà. Euh, pour terminer sur ce sujet, est-ce qu'il y a un joueur, une individualité du match dont vous avez envie de parler? Moi, j'aimerais bien quand même parler sur Rodrigo. Je pense que ça a été le joueur qui m'a le plus impressionné, entre guillemets, lors de ce match-là. Il a fait les efforts nécessaires et je pense que c'était le meilleur joueur côté Madrid, même s'il jouait un peu partout, à droite, à gauche. Et il faut préciser que c'est pas un ailier droit. Et malgré ça, c'était quand même l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Et moi, j'aimerais quand même le voir un peu plus à gauche lors des matchs où, par exemple, on veut faire opposer Vinicius. Lors de son absence, quand il jouait à gauche, moi, je le trouvais quand même bon. Donc, Ouais, c'est une option à quand même pas à juste ne pas bon, hein, écarter. c'est peut-être même le meilleur joueur à ce moment-là. Et toi, Carter, est-ce que une individualité, même si c'est négativement, hein, Non, je vais tricher un peu, je vais en prendre deux, mais je vais aller vite. Le premier, c'est mon joueur préféré au Real Madrid. Et tout le monde sait que je suis loin d'être un merengue. C'est Dani Ceballos. Ça me faisait mal de le voir un peu écarté du groupe pour des raisons qui étaient évidentes. Les joueurs qui étaient devant lui étaient euh, peut-être plus forts, plus en forme à des moments précis. En ce moment, je suis content de le voir jouer au foot. Moi, je tombe amoureux de ce joueur à son passage à Arsenal. Ou du moins, son premier passage, ses premiers mois, son prêt. Oh là là, quel joueur ouais. de foot. J'étais vraiment tombé amoureux de ce joueur-là. Et c'est un joueur, vraiment mon petit frère, qui vient juste après moi, on a un an d'écart, il est fan absolu du Real Madrid. Et à chaque fois, je dis, gros, vous avez un joueur formidable. Mais malheureusement, il ne pouvait pas forcément jouer. Et le fait de le voir jouer et de bien jouer surtout, ça me fait plaisir. J'espère qu'au mois de mars, il sera appelé avec la Roja. Il a déjà été appelé quand il ne jouait pas ou quand je ne jouais pas bien. Je pense que là, il a toutes les cartes Ouais. en main. Je me souviens que Luis Enrique, il avait démarré. Je me souviens, c'était genre la Ligue des Nations, un match face à la Croatie où il était exceptionnel, personnalité, tout ça. Un Et chouette le joueur. deuxième, je vais aller rapidement, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué, qu'on a beaucoup critiqué, que je ne porte pas tout dans mon Ouais, cœur. Il faut dire quand il est bon, c'est Tchouaméni. Il fait un bon match. En vérité, je pense que je suis quelqu'un, j'aime bien être équilibré, être juste. J'étais critique envers lui avant sa vague de haine. Et je pense que la vague de haine qu'il y a eu, ça m'a un peu adouci parce que j'aime pas voir un joueur dans cette position-là. Mais là, quand c'est bon, il faut le dire. J'ai souvenir de sa fin de première mi-temps où il fait deux interventions quand même solides et correctes, où il permet quand même au Real de rester dans le match avant la fin de la mi-temps. Donc bon, sans être extraordinaire, il a été bon dans une défense qui est, faut le répéter, comme expérimentale, bien qu'ils ont joué plusieurs fois ensemble. C'est pas une défense qui est naturellement compatible parce que Tchouaméni n'est pas un défenseur central de nature. Asensio est encore jeune, donc il faut lui donner ses fleurs par rapport aux bonnes performances, surtout avec tout ce qu'il a vécu. Allez, ouais. récemment avec ses critiques qui étaient quand même acerbes et accrues. Il répond présent, donc je voulais quand même le citer. Ouais, moi, si t'en avais pas parlé, j'en aurais parlé, c'est vrai qu'il faut le dire. En plus, il y a eu quand même le péno provoqué et il aurait pu sombrer, en sachant que c'est pas un péno où pour moi je peux dire c'est sa faute, dans le sens c'est pas de chance et il a pas sombré, il a fait un plutôt bon match et il a réussi à accompagner Asensio dans un match voilà, où au final tu concèdes un tir cadré, ça veut dire quand même beaucoup de choses sur la paire de défenseurs centraux. Moi j'ai envie d'être négatif, évidemment on va parler d'un joueur français et cette année je trouve que dans les grands matchs, c'est une catastrophe. Pourtant, Atletico a gagné des grands matchs face au PSG, face au Barça. Antoine Griezmann, j'ai l'impression que l'âge est en train de le rattraper, malheureusement. Il a de plus en plus de mal à peser dans ce type de rencontre. Je ne vais pas aller dans l'exagération en disant que c'est un poids. Non, on ne va pas aller jusque-là, parce qu'il peut toujours, sur une passe, sur une action, faire la décision. Par exemple, contre le PSG, c'est lui sur le but à la fin qui fait cette passe pour Correa, si je me souviens bien.
mais tu vois qu'il a vraiment du mal à peser. Le truc, c'est avec cette attaque à deux où au final, c'est bien pour lui d'avoir aussi un autre attaquant, comme tu le disais, mais au final, quand tu es à deux, vous êtes presque que à deux joueurs offensifs, quoi. Il n'y a pas un troisième joueur pour vous aider. C'est pas comme si Atletico jouait avec un numéro 10 derrière eux en triangle. Donc j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. Je serais pas étonné s'il part cet été en MLS. On lui souhaite, non, je ne lui souhaite pas du tout de partir avec une Liga. Non, je suis désolé, on peut pas, on est gentil, mais on ne peut pas aller jusque-là. Mais voilà, ça m'a l'air un peu compliqué. Je pense même que je pense que Didier Deschamps, il ne doit pas être dégoûté, entre guillemets, qu'il ait pris sa retraite internationale, ou c'est pas à lui de lui mettre un stop et de peut-être ne plus le reprendre. Même si on voit que pendant l'Euro, il commençait à lui envoyer des messages en le mettant sur le banc dans des grosses rencontres. Mais voilà, moi j'avais envie de parler un petit peu d'un joueur d'Atletico et Griezmann. C'est un petit peu plus compliqué. Donc on va passer au sujet suivant, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Donc, Non, je voulais parler d'un autre joueur, mais je vais garder ça pour après. Ça va, ça va. Donc, on va parler à la course au titre. Donc, noté course au titre sans favori. Donc, on est à 15 journées de la fin. Donc, au niveau du classement de la Ligue, on a le Real Madrid en tête avec 50 points. L'Atlético juste derrière à 1 point avec 49 points, logique. Et le Barça 2 points derrière avec 48 points. Et on a un petit peu plus loin l'Athletic Club, et pas l'Atlético Bilbao d'ailleurs, à 44 points. Le Barça a profité de ce nul pour reprendre 2 points sur les deux clubs de Madrid en gagnant à Séville 1-4 hier soir. Comme je le disais un petit peu en préambule, on a eu un petit peu de tout cette saison, avec le Barça qui au début prend pas mal d'avance, avec ce fameux Classico d'octobre qu'on avait débriefé, où il pouvait mettre, je ne sais même pas si on était à du plus 10, mais avec un match de retard pour le Real. Je pense qu'on est à quelque chose comme ça. Puis, on a un Barça qui s'est effondré, il y a un Real et un Atlético qui ont enchaîné les victoires, et l'Atlético qui a même mené ce classement avant de perdre, je ne sais plus si c'était face à Leganés, et que le Real repasse en tête avec pas mal de points d'avance au moins sur le FC Barcelone. On est sûrement sur le championnat le plus indécis du Big Five, avec peut-être la Serie A qui est plutôt, mais je dirais une course à 2, alors qu'ici on est quand même sur une course à 3. Est-ce que, déjà, j'ai envie de poser à toi la question, Carter, vu que toi, tu es plus Premier League, plus Manchester United. J'imagine que Moussa intéresse. Est-ce que toi, cette course au titre t'intéresse vraiment? T'es attiré par cette course au titre ou bon, ok, c'est chouette, mais vu le niveau de peut-être 2 des 3 équipes, ouais. Non, c'est une course au titre Atlante. Je me décrirais pas comme un fan accru du FC Barcelone, mais c'est quand même un club que je porte dans mon cœur. C'est le club que je préfère après mon club de cœur, Manchester United. Et donc, c'est une course qui est Atlante, mais pour 2 raisons. À partir du moment où tu as le Real et le Barça dans une course au titre, forcément, elle est intéressante. Que les équipes jouent bien ou pas, forcément, c'est intéressant. Je sais pas si je dois dire qui je vois favori, ou alors c'est pas forcément la question. On va le dire juste après. Je te pose la question juste après. Ok, mais donc du coup, c'est ça ma réponse. Je pense que c'est à partir du moment où tu as le Real et le Barça dans une course au titre, forcément, elle sera Atlante. Et surtout quand tu as autant de stars, c'est quelque chose qui a été perdu la saison dernière et un peu la saison d'avant où il y avait quand même Benzema et Vinicius qui montaient en grade. Mais allez, au Barça, tu avais perdu beaucoup de stars. Et ici, le fait d'avoir Yamal, Lewandowski, Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, et Pedri. Rafinha maintenant. Donc, ouais, Rafinha. Donc, le fait d'avoir aussi des stars qui sont revenus au devant de la scène en Liga, ben ça rend cette course au titre Atlante aussi, c'est vrai. Bon, vu que je vais pas te poser la question à toi, Mus, si ça t'intéresse. Je me doute que ça t'intéresse. Je vais poser la question à laquelle Carter allait répondre. Est-ce que ça a changé parce qu'on avait fait un petit prono au début de l'année? Toi, tu te positionnes comment dans cette course au titre? Est-ce que tu vois quelqu'un se détacher un petit peu plus parmi ces trois-là, ou tu n'as pas forcément de favori à l'heure où on parle, donc le 10 février 2025? Ouais, Ça Muse, tu peux. Ouais, je Ah, trouve ça ça amuse. Ouais, ça amuse, ouais. Ah, c'est à moi, mais je pensais que tu Ah ouais. parlais à Non, je parle à toi. Non, moi je reste sur ce que j'avais dit. Je vois quand même le Real prendre cette Liga-là. Mais tout dépendra un peu de Carlo Ancelotti, j'ai envie de dire. Et voir si on a des blessés ou pas. Je reste quand même confiant. Parce que j'ai regardé un peu le calendrier. On joue Séville à l'extérieur, mais Séville cette saison, c'est pas terrible. On reçoit Bilbao, 4e.
On joue le Barça à l'extérieur, ça m'inquiète un petit peu. Je vais pas vous mentir. L'Atlético, on le rencontre plus du coup. T'as la Sociedad à domicile. Je pense pas qu'on ait le calendrier le plus compliqué, mais il faudra quand même se méfier. J'espère que Carlo trouvera enfin la recette pour faire de bons matchs avec Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo aligné, parce que c'est pas souvent le cas. Ouais. On s'est mangé 5-2 au Classico avec cette compo. Là, on fait un misérable 1-1. Donc, tout dépendra. Mais moi, en tant que supporter, Donc tu je restes sur le dirais Real. que je vois quand même le Real. Je vois quand même le Real parce que c'est vraiment une grosse faute professionnelle de laisser passer un peu cette Liga-là, même si tu as le Barça et l'Atlético qui te collent vraiment juste Oh, bah, ici, quoi, à l'épaule. Ouais. Et toi, Carter, comment tu te positionnes justement? Bah, je vais essayer d'être concis. Moi, je vais sur le Barça pour plusieurs raisons. Au mois d'octobre, après Classico, on était tous les trois. Je pense qu'on a fait l'émission à Ouais. trois. C'était nous trois. La question avait été posée de si justement le Barça avait pris une avance pour le titre en Liga. Moi, je m'étais prononcé en disant que pas du tout, parce qu'on était encore trop tôt dans la saison, que le Real, c'est une équipe qui est toujours forte dos au mur. C'est ce que j'avais dit. Mais ici, je reste quand même sur le Barça. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a eu son creux au moment parfait dans la saison. Ça veut dire que le creux qu'elle a eu, où elle a perdu beaucoup de points, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup appris de ses erreurs et grandi. Et ce qu'on a vu généralement dans des championnats où il y avait aussi des courses au titre jusqu'à la fin de la saison, je paraphrase avec la Première Ligue, c'est que l'équipe qui perdait le titre la perdait parce qu'elle baissait de rythme en fin de championnat. Je n'ai pas l'impression que c'est ce qui va arriver au Barça. J'ai l'impression que le moment creux de leur saison, il est passé en fait. Il est passé en fait. Je pense, j'ai du mal à me dire que ils auront deux moments aussi creux dans la saison. Je dis pas qu'ils perdront plus de points, mais j'ai du mal à me dire que ils auront encore une dynamique aussi négative, surtout que tu as beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. Je sais pas s'il a joué hier, j'ai pas pu regarder le match, je travaillais, mais il faut parler du momentum où il y a Frenkie de Jong qui revient de blessure. Ouais. Tu peux compter sur un Daniel Olmo qui revient en forme. Yamal Ouais, j'ai l'impression qu'Olmo, il est pas encore entré dans son année 2025. Mais hier, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. T'as Fermin Lopez qui, bon, hier, il prend un rouge, mais allez, 2025, Fermin Lopez, il est bon. Yamal, je pense que la blessure qu'il a eue, où il n'a pas joué pendant 2 mois, mais je pense que c'est parfait, en fait. Parce qu'entre guillemets, il n'a pas joué pendant 2 mois. Ça veut dire qu'il n'arrivera pas forcément en deuxième partie de saison cramée. Ouais, t'as Fran Torres qui Ouais. moqué, mais qui là est plutôt bien. Ouais, bah oui. Et donc, pour toutes ces raisons. Et carrément, ils ont même le luxe, entre guillemets, de mettre Fati au placard. De ce qu'on a vu, il jouera un peu emmené cette saison. Et ça en dit long. C'est-à-dire que tu as trouvé ton équipe type, tu sais comment ça a fonctionné. Rafinha n'a pas l'air de ralentir. Et pour toutes ces raisons, je pense que le Barça ira au bout. Je peux me tromper, mais je suis vraiment. Si je dois mettre une pièce sur une des 3 équipes, je mettrai une pièce sur le Barça. C'est l'équipe qui a, selon moi, la meilleure dynamique. Moi, je pense qu'en fait, ce sera vraiment le Classico qui va déterminer le champion. Moi, je pense que ce sera à ce moment-là qu'on va voir qui a vraiment le mental, qui a vraiment la force nécessaire de continuer comme ça. Donc, t'en as déjà eu si 2, le Real pour te montrer. Le Classico, il est quand? Vous avez la date ou le mois en tête? Ça tombe souvent en avril, je vais te le dire là maintenant. Du moins, dire la journée. C'est le 11 mai, donc c'est très tard. Et c'est là. C'est la 35e journée. Ah ouais, c'est super tard. Ouais, c'est 3 journées avant la fin. J'ai jamais vu un classique aussi tard depuis que je regarde. Mais ce serait chouette d'avoir une Liga qui se joue aussi tard dans la saison avec un classico qui arrive aussi tard. Ouais. Donc moi je dis ça, c'est parce que t'imagines le Real fait un autre faux pas, le Barça passe devant, et t'as le classico, le Real doit absolument gagner pour être champion. Ouais. Donc moi, en tout cas, pour moi, là, il sera vraiment, vraiment crucial. Pour moi, le championnat ne dépend pas du Real, il dépend du Barça, en fait. Si le Barça ne craque pas, sachant qu'ils ont maintenant, sur la saison, avec les 2 matchs, cet avantage au moins psychologique sur l'adversaire, que c'est eux qui reçoivent à la maison, qui ont le plus de principes de jeu. Assez largement, pour moi, le Barça, là, il est quand même favori. Aussi, on voit que le Barça, à l'inverse du Real, c'est une équipe de gros matchs. On l'a vu en Ligue des Champions.
Même s'ils perdent face à Atletico, ils doivent jamais, jamais perdre le match. C'est peut-être un de leurs meilleurs matchs de la saison. Je trouve que c'est ce match face à Atletico. Je me dis que vu que eux, contrairement aux deux autres, ils doivent encore jouer les deux autres, donc ils peuvent leur prendre 3 points chacun. Moi, je me dis le Barça est favori et vu l'avance footballistique qu'ils ont, s'ils ne le prennent pas, ça serait un échec. Après, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être l'équipe qui a le joueur dont elle est le plus dépendant. Quand tu vois le niveau de Pedri, si Pedri, à un moment donné, parce qu'on sait qu'il a quand même un historique, même si là, ça fait assez longtemps qu'il n'a pas eu de soucis, mais on n'oublie pas que bon, c'était pas sa faute, parce qu'à l'Euro, c'est Kroos qui vient lui mettre un coup, qui peut pas jouer la fin de l'Euro. Si Pedri se blesse, même si De Jong revient un petit peu, c'est pas pareil, quoi. Pedri, là, c'est le patron de cette équipe. Hein. Mais si je peux me permettre de te contredire, ben, en fait, ce qui est bien cette saison, c'est que dépendamment des momentum et des moments de la saison, ils sont dépendants d'un joueur. C'était le cas avec Yamal pendant un moment. Il s'est blessé, on a vu la différence. Puis à un moment, ça a été Rafinha. Et quand on regarde Pedri, c'est justement depuis la fin du mois de décembre. Et je pense que moi, de ce que j'ai l'impression, c'est que, et le temps me donnera peut-être raison, c'est que la fin de saison, ce serait Lewandowski qui prendra le relais. Et en fait, c'est ça le côté positif avec le Barça, c'est que tu as pu t'appuyer pendant de longs moments sur des joueurs différents. Et là, à ce moment, c'est Pedri. J'ai entendu dire, surtout ce matin, que c'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde dans une certaine émission. Je pense pas. Mais je pense que là, il est bon, il va être bon encore pendant un moment. Et je pense que l'expérience va prendre le dessus et Lewandowski finira fort. Surtout qu'il a 10 buts de finir d'atteindre les 100 buts avec le Barça. Donc je pense que pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup d'hommes forts et parce qu'il y a beaucoup d'objectifs super à atteindre individuellement et collectivement, il n'y a pas à s'inquiéter sur le fait d'être Pedri dépendant, parce que le Barça était Yamal dépendant pendant un moment, elle était Rafinha dépendant pendant un moment. Il n'y a pas de raison pour rester dans la logique que Lewandowski prenne le relais et finisse sa saison en trombe et que le Barça soit finalement dépendant de Lewandowski. On verra ça. Petite question vite fait pour vous, pour chaque équipe. Je vais commencer par toi, Muse. Que ce soit le Real, Atlético et Barcelone, tu mettrais quoi en avant comme force et comme faiblesse peut-être pour chaque équipe? Moi, je pense que comme force au Real, je mettrais les individualités. L'Atlético, ce sera le mental. Et le Barça, je dirais que c'est le talent. Et quand je parle de talent, c'est les jeunes qui arrivent à porter l'équipe, ce qui n'est pas forcément le cas ici au Real. Et niveau faiblesse? Faiblesse, donc pour le Real, tactiquement, faut le dire, c'est de la merde. Le Barça, sa faiblesse cette saison, c'est contre les petites équipes, pendant la période creuse. Ils ont perdu beaucoup trop de points. Et l'Atlético Madrid, je pense que cette intensité-là peut amener des blessures. Donc, il faudra faire attention. Toi, Carter, est-ce qu'il y a des choses que tu veux modifier, ajouter par rapport à ce que Musa a dit? Le Real force le talent. C'est l'équipe qui a le plus de talent sur les trois. Faiblesse, les blessures. Je pense que les blessures, c'est ce qui a aussi un peu freiné l'évolution du Real cette saison. L'Atlético force le Cholo. Je pense que c'est la plus grande force de l'Atlético Madrid. La faiblesse, la Champions League. Je pense que c'est l'équipe qui est la moins armée pour jouer 2 compétitions. Le Barça force Hansi Flick. Faiblesse, la suffisance. Moi, j'aimerais juste avoir un peu plus de clarté quand tu dis que le Real, sa faiblesse, c'est les blessures. Mais de quelle blessure tu parles? Parce que si tu parles de la blessure de Vinicius, à ce moment-là, tu avais Mbappé qui jouait bien, tu avais Rodrigo qui jouait bien. Mais si tu parles des défenseurs, alors là, ouais, je suis d'accord. Tu as quand même perdu ton meilleur défenseur. Et je pense que sans ton meilleur défenseur, ton deuxième meilleur défenseur est moins bon. En l'occurrence, je parle de Rudiger. Rudiger est très bon quand il y a Milito avec lui. Milito, malheureusement, s'est refait les croisés. Il ne reviendra sûrement pas avant la fin de la saison. Donc forcément, j'ai les blessures. Parce que t'as quand même... Allez, Milito, je pense que c'est le premier nom, ou peut-être le deuxième après Valverde, que monsieur El Senior Ancelotti mettait sur le papier. Donc forcément, c'est pour ça que je dis les blessures, et puis la blessure de Vinicius, qui est mineure, mais pour moi, c'est la plus grosse faiblesse, parce que si tu
tu as tout le monde qui est réuni. C'est l'équipe qui a le plus de talent au monde. Donc, tu as moins Ouais. de. Ouais. Si. Après, il y a le moins d'alchimie aussi entre. Ouais, je pense T'as que. beau avoir le plus de talent, mais qu'aujourd'hui- si l'alchimie n'y est pas, ça sert à rien. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, en février, quand même, on est loin de ce qu'on a vu au mois de. Aller à l'automne. On voit quand même il y a de l'alchimie. L'équipe, elle a commencé un petit peu à prendre. Allez, on voit des belles choses quand même récemment, non? Ou... Je sais pas, moi, je suis pas forcément convaincu. Le seul truc qui me rassure un peu, c'est Rodrigo. Je pense que c'est vraiment la pièce du puzzle qui fait que ça marche, enfin, qui fait que ça pourrait marcher. Mais sinon, mis à part ça, je suis pas forcément emballé. Quand je vois les matchs d'Mbappé ou même des fois Bellingham, tu vois, je saute pas de joie, quoi. Tu vois, on gagne les matchs. Ouais, c'est bien, mais entre les quatre, il n'y a qu'un seul qui fait un bon match. J'ai pas de souvenir où les quatre en même temps, ils étaient excellents, tu vois. Ouais, non, c'est pas arrivé, parce que c'est vrai qu'au début c'était Vinicius qui était très fort, puis quand lui a été blessé, c'est Bellingham qui a pris le relais. Après, Mbappé, ça a été mieux, c'est lui qui a appris avec un peu avec Rodrigo, puis Rodrigo a pris est en train de prendre cette place. J'ai l'impression quoi, c'est vraiment ça se croise à chaque fois les niveaux de forme un petit peu. Bon, on verra. Hein. Maintenant les grands soirs européens arrivent et justement c'est la suite du podcast. On va passer maintenant à nos pronos Ligue des Champions. On s'était amusé un petit peu il y a 2 semaines avec Muse et Kako à pronostiquer quels seraient les barrages. Je m'incline. Muse, Kako, vous aviez la vision. Franchement, je me demande si ce n'était pas proche du perfect même. Je pense peut-être qu'il y avait ça. Enfin, je sais pas si c'était un souhait plus des matchs italo-italiens et Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, c'était un petit hollando-hollandais. souhait, tu vois, pour le kiff, Mais mais sinon, non, c'était très, 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 très bien, beaucoup ouais, mieux que moi. j'étais pas très loin. On a les matchs allés déjà donc demain et mercredi, qu'on débriefera, je le rappelle, jeudi en live. Donc 8 rencontres et vous allez un petit peu me donner dans un premier temps votre prono pour le match aller. Bon, pas forcément le score, hein, juste qui va gagner le match ou s'il y a un match nul. Et enfin l'équipe qui se qualifiera sur la double confrontation. Donc on va commencer par le premier match, parce que j'étais assez étonné, il y a quand même des matchs à 18h45. Quand j'ai vu ça, j'étais ah ouais, ah bon. C'est nul à Donc chier, ça. bah après, ça peut permettre de suivre. Parce que s'il y a les 4 matchs en même temps, c'est un petit peu compliqué, je me dis. Alors, moi, je me dis en vrai, pourquoi pas. Mais en tout cas, on va commencer avec Brest-Paris Saint-Germain. Bon, qui va gagner le match aller? Qui va se qualifier? Muse, je t'écoute. Il y a eu en plus le Je pense match. qu'il y a pas photo là-dessus. Le Paris Saint-Germain va On va perdre, c'est ça. s'imposer aller-retour très facilement. Donc, Paris Saint-Germain, le Paris passe le tour suivant facile. Tour suivant facile. Et toi, Facile, Carter? facile. Moi, je pense que les matchs allaient au Rotouro parce qu'ils jouent à Guingamp et ils jouent pas à Brest. Je pense que Brest, qui est dans une super forme pour ceux qui suivent la Ligue 1, joue super bien avec un joueur que j'apprécie beaucoup, Ajorc, qui est en super forme. Je pense que le match aller, ils vont peut-être le gagner, surtout qu'ils ont joué récemment, c'était la semaine passée, ils ont joué contre eux. Ils ont livré un super match en plus. Ils perdent 4-2, mais ils livrent un super match. C'est les plus hauts matchs de Ligue 1. Les Brest PSG depuis 2 ans. Donc, je pense que le match aller, il peut avoir une petite surprise, un match nul ou une victoire de Brest. Je vais peut-être ma pièce, mais je pense que sur 2 matchs, le Barça, pardon, le PSG va, surtout que le retour, c'est au parc. Je pense que sans trop de soucis, le PSG passera au tour suivant. Brest PSG, moi je suis Muse, évidemment. PSG vainqueur à l'aller, PSG vainqueur de la double confrontation. Peut-être, et là, vu la forme de certains joueurs, ça va être assez vite plié. Ensuite, on a un match où on va avoir des joueurs belges, on va avoir des ailiers, au moins un titulaire en plus qui est plutôt pas mal ces dernières semaines. Juve PSV, une rencontre qu'on a déjà vue. Je me demande si c'était pas d'ailleurs la première journée de cette phase de championnat de Ligue des Champions. Est-ce que le PSV peut créer l'exploit? Ou pas? Enfin, est-ce que ce sera un exploit d'ailleurs? Toi, Carter, je te laisse continuer. Ouais, de se prononcer sur la Juve, c'est difficile cette saison. C'est une équipe qui est tellement bizarre. Mais si avec c'est ce que j'allais dire. Avec l'arrivée du numéro 9, du sauveur, je pense qu'ils vont gagner le match aller et le match retour. C'est une équipe qui est quand même mieux armée que le PSV. Ça serait quand même une grosse surprise si je vois le PSV s'imposer sur un des 2 matchs. Surtout que le PSV est quand même un peu moins bon cette saison que l'année dernière. Ouais.
moins impériale, je préfère dire ça comme ça. Donc, allez, je vois la Juventus s'imposer le match aller le retour et passer à la phase suivante. Toi, Muse? Je vais pas répéter ce que Carter a dit, je suis complètement d'accord. Je vois une Juve logiquement s'imposer et se qualifier. Ouais, ils avaient gagné 3-1 dans la phase de qualification, je me souviens, avec un super but de Yildiz en début de match. C'est pas le match où, quand c'est ça, il met un super but sur le côté, après un seul homme, il met une frappe en poteau. Je pense pas, vu que. Non, ok, ça va, c'est un souvenir que Vu j'avais. qu'il a pas joué. Ok. Genre pas une minute. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, il était même pas sur la feuille de match. Ah, Mais ok. c'est pas grave. On fera, ensuite, le troisième match de cette journée de mercredi, Sporting Dortmund. Ça, c'est un match qu'on n'a pas eu. Avec un Sporting, bon, voilà, qui navigue un petit peu à vue. Un Dortmund qui est pas franchement mieux. J'ai vu, ça fait même pleurer des TikTokers. Je sais pas si vous avez vu. Non, j'ai pas vu ça. Qui était en pleurs. Même Univers Dortmund l'a repartagé. Donc le match un petit peu des équipes un petit peu malades, j'ai envie de dire. Vous voyez qui s'en sortir, le Sporting ou le Dortmund quand même avec Niko Kovac? Peut-être à un moment ça va aller mieux. J'ai envie de croire, excuse-moi Carter, j'ai envie de croire en cette arrivée de Kovac et me dire que voilà, il va un peu, entre guillemets, sauver Dortmund. Donc je pencherai un peu plus pour le Borussia Dortmund, sans vraiment me mouiller. Mais ça sera vraiment serré. Moi, cette équipe, elle m'énerve. C'est une équipe de floppers. À chaque fois qu'on les attend, ils ne répondent pas présent, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions. Enfin, c'est vrai que l'année passée, comme ils font quand même un bon parcours en finale. Donc, je suis un peu dur. Ouais. Mais cette saison, franchement, ils sont vraiment pas bons. Ils sont vraiment pas bons. Ça manque de leaders. Ça manque au moins d'un leader. L'année passée, où Emre Can était quand même bon dans les gros matchs, il n'était pas bon dans les petits matchs. Cette année, il n'est pas bon du tout. Julian Brandt, il n'est pas bon du tout. Là, l'étincelle, c'est un peu Baino Gittens. Bon, on va pas compter sur lui. Moi, franchement, pour ce match-là, pour cette confrontation-là, je vois le Sporting sortir vainqueur avec un super jeune joueur. Sporting. Ouais, avec un super Kunda, super jeune joueur qui, je pense, peut se montrer et peut se montrer aux yeux du monde sur cette confrontation et pourquoi pas décrocher un beau transfert. Personne ne la regardera, t'inquiète. C'est en même temps que City Real, puis ah ouais, ok. Bon. Et ce sera les notifs SofaScore. C'est juste au cas où il y aurait un coach portugais, coach en Angleterre, dans un club qui joue en rouge, qui regarderait peut-être bizarrement ce match et qui mettrait. Non, le mec qui cherche là, je cherche un coach. Non, Fulham ne joue pas en rouge, merde. Non, ouais. Ok, ça va. On note. Moi, j'ai quand même Dortmund parce que le Sporting, c'est quand même pas fameux. Bon, ils ont rechangé de coach, ça va un petit peu mieux. Je sais pas, ils ont fait quoi contre Porto? Ils ont fait match nul face à Porto, qui n'est pas non plus une équipe super en forme. Mais bon, déjà qu'ils ont eu chaud aux fesses pour se qualifier. Je pense que Dortmund sur les individualités, sur un Guirassy, avec un retour à la maison, je pense un petit match nul là, match aller et qualification, match retour de Dortmund avec le mur jaune. Donc tu vois ça assez serré, quoi. Pour le match aller, ouais. Mais après le match retour, je pense que bon. Et je suis heureux là, c'est fini. On arrête de. Avec cette fraude Gyökeres, c'est bon, on n'a pas tous les week-ends. Moi, je suis heureux. Enfin, c'est fini. Ce cirque-là. Petite question rapide, je fais une petite parenthèse. Zeno de Basse, j'ai pas suivi. Elle est aussi grave, pas grave, il sera là. Non, pas grave du tout. Il était là le week-end suivant. Il est monté ce week-end au milieu de terrain parce que le nouveau coach décidé de tester au milieu de terrain. Mais non, c'était pas du tout grave. Il était présent direct. Bon. On passe au big match. Maintenant, Manchester City, Real Madrid. Le match, je ne vais pas dire des malades parce que le Real, ok, bon, c'est pas fameux face au gros, mais ça reste leader quand même du championnat. C'est pas comme Manchester City qui est, je ne sais pas, 5 ou 6 de première ligue, peut-être 5e maintenant. Je ne sais plus. Qui vous voyez remporter ce match aller et qui vous voyez se qualifier au final? Je vais te dire, allez, Carter. Moi, je vois le Real gagner le match aller, le match retour. Je pense que le Real est mieux armé, plus fort, plus confiant aussi. City, cette équipe, elle est vraiment juste malade. Tu as dit le terme, tu étais un peu gentil, mais elle est vraiment malade. Les joueurs qui généralement surperforment ou portent l'équipe ne le font pas cette saison. Les nouveaux joueurs ne sont peut-être pas au niveau d'une rencontre de ce niveau-là. Je ne pense pas que Marmouche, et surtout que c'est un joueur que j'apprécie, n'est pas au niveau de ces rencontres-là. Kuzanov, il a joué contre Arsenal depuis on l'a plus vu. Ah, quoi qu'il peut-être joué ce week-end. Il a marqué face à Leighton. Bon, un peu chanceux, mais...
Mais il n'a pas joué contre Arsenal, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Stones n'est pas bon cette saison. Bon, je pense qu'avec tous ces détails-là, surtout au niveau de la défense, les joueurs du Real peuvent s'amuser, peuvent trouver des espaces parce qu'il y en aura. Donc, ouais, je vais s'imposer au match aller, au match retour. Toi, Muse, le supporter madrilène, que vois-tu? Moi, je vois quand même Carter très optimiste pour le Real. Faut pas oublier que là, il y a Lucas Vazquez qui s'est blessé. Donc, je sais pas qui va jouer à droite. Valverde. Valverde. J'ai vu Ouais, Camavinga va jouer au milieu et Valverde va. tu vois, si à chaque fois tu dois dézonner un joueur, au final, je sais pas. En fait, j'ai peur que ça fasse un peu n'importe quoi. Mais comme argument pour le Real Madrid, je dirais que quand la tête de ton adversaire est malade, comme la tête dirige un peu tout, si dans ta boîte ça va pas, tu vas pas savoir bien jouer au foot. Donc au niveau du mental et le niveau de cette saison, je vois quand même le Real s'imposer. Je dirais pas par le plus grand des scores, peut-être un 1-2 ou un 0-1. Ok. Mais je vois quand même le Real passer. Passer et gagner là-bas aussi. Ouais. Et à domicile, je pense qu'à Bernabéu, ce sera une victoire. Ce Et à sera une l'Etihad. victoire pas si compliquée. À l'Etihad, je dirais une victoire quand même du Real Victoire, sur un ok. petit score 0-1 ou 1-2. Ouais, un petit truc comme ça. Ouais, Un but de monsieur Champions League, Rodrigo, sa victime préférée. Donc voilà, point noté. Pour ceux qui nous écoutent demain matin ou ce 21h56. matin, ça dépend. Mettez votre maison sur Rodrigo. Ouais. Ils viendront. Si ça ne passe pas, vous avez le droit Et si ça se passe pas, bah, il remboursera à chaque personne qui aura fait ça de sa faute. Moi, je vois quand même le Real parce que City, c'est pas juste footballistique, c'est mental. C'est une équipe. Pour moi, c'est une équipe qui peut totalement sur un match craquer, exploser. Comme je vois peu d'équipes en Europe capables de craquer comme ça. On l'a vu dans le derby. Où quand même cette explosion sur 10 minutes, on a vu face à Feyenoord, on a vu face à Paris. Enfin, il y a tellement d'exemples qui montrent que cette équipe a un vrai problème dans la tête. Et une semaine. Respect, ouais, il y a une semaine aussi face à Arsenal. Respect Nico Gonzalez, c'est sûrement un très bon joueur, tout ça. Mais je pense pas que c'est son arrivée en une semaine qui va tout réparer, tout sauver. Je pense que c'est une équipe qui va peut-être, je pense, demain ne pas être ridicule, va peut-être pouvoir faire un match nul, mais sur la double confrontation, c'est une équipe qui peut au Bernabeu pour moi exploser totalement. Je le dis, je pense qu'au Bernabeu sur pas dire sur un malentendu parce que c'est pas ça, mais ça peut faire très très mal. Surtout que j'ai l'impression que leur gros défaut match beaucoup avec les qualités du Real. C'est-à-dire que quand tu as Mateus Nunes d'un côté et Gvardiol de l'autre pour défendre, attention. On va passer à la journée du mercredi, le match qui nous intéresse peut-être le plus en tant que Belge. Le club de Bruges qui reçoit l'Atalanta. Match aller, est-ce que vous pensez que Bruges peut faire quelque chose? Et est-ce que sur la qualification, toi, Muse, tu penses que Bruges peut exister? Non, la question, c'est pas si Bruges peut exister. Bruges va exister. Et j'ai lu un peu quelques nouvelles qui donnaient le smile. Plusieurs joueurs du club de l'Atalanta étaient incertains, dont Charles de Ketelaar. Donc je pense que le club de Bruges à domicile a toutes les cartes en main pour pouvoir proposer du beau jeu et aller chercher une victoire et pourquoi pas une qualification. Moi, je pense que ce sera un match ouvert. Le club de Bruges a toutes ses chances et j'espère que ça va aller. C'est un match qu'on suivra un peu tous les yeux grands ouverts. Toi, Carter, Bruges, t'en penses quoi Ouais, moi, je pense que j'allais dire que l'exploit est possible, mais ce serait pas forcément un exploit, même si Atalanta, c'est une très belle équipe. Et d'ailleurs, je pense que la confrontation, elle a un peu ce côté. Je pense qu'il y aura que nous, les Belges et les Bergamotes qui regarderont ce match-là. Ce sera, je pense, on aura droit à 2 beaux matchs, 2 équipes qui jouent au foot avec beaucoup de bons joueurs. Je pense que c'est possible que le Bruges fasse quelque chose, surtout qu'on a vu sur les 8 matchs de championnat en Ligue des Champions, Bruges, allez, était capable de faire certaines choses avec un Van Aken qui était très très bon en Champions League. Je pense que c'est possible. Après, les soucis, enfin, la chance, c'est que tu n'as pas Lookman de l'autre côté, et la malchance, c'est que tu as un des 9 les plus létals du monde en ce moment qui a claqué un quadruplé samedi. Donc bon, espérant qu'il soit un peu moins en forme sur cette double confrontation, sinon ça peut causer des problèmes à nos amis brugeois. Et pour parler t'as cité Van Aken, donc 3e fois soulier d'or. Je pense que mentalement, ça lui apportera quand même un petit truc.
Et je pense que le club de Bruges n'aura pas honte de jouer son football. Il n'y aura pas de complexe. Donc c'est quand même une bonne chose. Ça va. Moi, je l'avais dit la semaine passée quand on a parlé avec Nathan et Basile. Moi, je dis le Bruges a toutes ses chances. C'est pas l'Atalanta, elle n'est pas dans la meilleure de ses formes, même si ce week-end, ils ont claqué un gros score. Ils ont des absents importants. Je pense que Bruges, au moins sur le match aller, ils peuvent remporter. Après, sur la qualif, ça va être un petit peu plus dur. Même si leur chance, ils vont pas jouer à San Siro le match retour. Enfin, le stade de l'Atalanta, c'est pas. Voilà quoi. Je pense qu'Atalanta va se qualifier, mais que Bruges sera pas ridicule. Maintenant, il reste 3 rencontres. Je pense qu'on va aller un petit peu plus vite parce que bon, c'est pas méchant, ça intéresse peut-être un petit peu moins. Monaco, Benfica. Mus, toi, tu vois quoi? Moi, je vois les Français s'imposer. Et enfin, français, non, pas français. Les Monégasques s'imposer, se qualifier. Ça va. Toi, Carter? Moi, je vois les Lisboètes. Je pense que Monaco a commencé en tronc la saison. On a très vite vu les limites. Je pense que Benfica est une meilleure équipe que Monaco et mieux armé pour jouer une compétition européenne cette saison que les Monégasques. C'est une rencontre qu'on a déjà vue en phase de ligue où Benfica s'était imposé à Monaco 2-3, où Monaco avait une carte rouge après avoir mené. Moi, je dirais quoi? C'est compliqué, mais je dirais quand même. Non, j'en ai aucune. Là, je vais dire Benfica, mais juste parce que le retour Ah, est vous à la n'avez maison. pas la vision. En Vous avez fait, pas la vision. J'ai regardé vendredi le match de Monaco, j'ai pas du tout la vision. Même si très très fort, Biret, très très fort, mais j'ai pas la vision. moi, je me base simplement sur les 2 ou 3 dernières rencontres de Benfica en Champions League où ils étaient très très bons, même s'ils perdent contre le Barça. Et ils ont été bons. Donc, si je me base sur la forme récente des deux équipes, je miserais ma pièce sur Benfica. C'est pour ça, en fait. Ça va. Ensuite, Celtic Bayern, il y aura aussi des Belges. Je verrai Arne Engels d'un côté, le Bayern de compagne de l'autre. Une surprise ou Bayern qui se qualifie? Je pense que le Bayern va le faire. Ce serait une très 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 grave erreur pour le Bayern de compagnie s'ils n'arrivent pas à se qualifier face au Celtic. Même si le Celtic domine son championnat quand même. Voilà, pareil, je vois le Bayern. Et la fin, le dernier, le match de le Jiménez-Zico, parce que Milan a pris Jiménez après le tirage au sort en plus de Feyenoord. Vous voyez qui sortir? Est-ce que le Feyenoord peut faire la surprise ou bon, Milan avec les 2 petits ajouts quand même plutôt pas mal que sont Joao Félix et Santiago Jiménez qui sort vainqueur de cette double confrontation? Moi, je vois quand même le Milan AC s'imposer. L'équipe a plus de talent, a un meilleur coach quand même. Il saurait être un très bon coach. Je ne sais pas si 2 joueurs peuvent déjà jouer. Je ne suis pas sûr. Ouais, si. Ouais, tu peux inscrire. Ok, mais donc du coup, avec les 2 nouveaux ajouts, surtout vu comment il joue, je pense que maintenant, Cancelo est parti sur un 4-4-2. Si j'avais bien compris, parce que j'avais cru comprendre que le week-end passé, ou le match de... je sais plus. Je sais pas si c'était la semaine passée en coupe ou ce week-end, il avait aligné Abraham et Jiménez en pointe. Ça doit pas être face à Empoli. Non, mais peut-être que tu confonds avec Jiménez, parce qu'ils ont un ailier qui ressemble à Salmakers qui s'appelle Jiménez. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, oui. S'ils peuvent compter sur 2 nouveaux ajouts, et Aléo qui revient quand même en forme, même s'il n'est pas à 100% physiquement. Il y a Kyle Walker aussi, on n'en a pas parlé. Il y a aussi l'ajout de Kyle Walker qui démarre plutôt bien. Et Tomori qui revient aussi en forme, qui était très mauvais depuis l'année passée, qui là est plutôt bon. Donc je pense que le Milan devrait logiquement surclasser son adversaire sur les 2 rencontres. Pardon. Ça va. Toi, je ne sais pas si tu avais dit Milan, je sais plus. Non. J'ai quand même envie de croire à un petit miracle de Feyenoord au moins à domicile. Mais la qualif reviendrait quand même à l'AC Milan. C'est un super stade, d'ailleurs. Moi, j'adore visuellement les matchs où je pense que c'est Kuipje. Je trouve incroyable avec le public super proche là. Moi, je suis fan. Ouais. Juste derrière les panneaux publicitaires. C'est super beau. Mais le PSV qui passe sur une forme incroyable, hein, parce qu'ils ont gagné ce week-end face à Sparta, mais sinon c'était défaite en coupe face au PSV, défaite face à l'Ajax, le 6-1 face à Lille. C'est une équipe qui est dans une forme assez compliquée. C'est pas eux qui ont battu le Bayern?
C'est 3-0, mais un match un petit peu lunaire où tu as 3 tirs. Ouais, Tu vois. tu iras plus un triple, 3. doublé, triplé de. Ouais, très bien. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont quand même perdu leur numéro 9. Maintenant, c'est un joueur du cercle là, qui joue en plus Suéda, je pense. Qui joue au cercle là, il y a 2 ans. Ouais. Donc voilà, on en a fini pour la Ligue des Champions. On va passer aux arrêts de jeu pour voir est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de clôturer. Je vois ce qui a été écrit dans le document. Je me doute de qui a écrit ça ou pas. Est-ce que quelqu'un de vous a envie de parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, que ce soit... Européen ou ça peut être Pro League? Bah, je t'autorise. Si tu veux parler de Pro League, je t'autorise à que tu parles de Pro League. Hein. Bah, moi, j'aimerais parler quand même du match Anderlecht-Antwerp. Lequel? Celui du week-end. Hmm. Et j'ai trouvé Anderlecht très confiant. Ça sonnait un peu comme une revanche au vu du match en semaine en coupe. Là, Anderlecht a imposé son jeu, a gagné. Et moi, je voyais quand même le standard, pour parler un peu du standard, dans le top 6. T'as raison. On va revenir sur ça. Et là, je sais pas, je pense que c'est plutôt Anderlecht qui gardera sa 4e place. Et ça sera plutôt la Gantoise et l'Antwerp qui devront s'inquiéter pour les playoffs. Hein. Donc c'est quand même chouette. Beaucoup de suspense pour cette fin de championnat. Ça va. Toi, Carter? Au passage, sur un très très beau terrain ce week-end au parc. Ah ouais, hein, ça, c'est super. Hein, ça, c'est vraiment c'est une belle pelouse, c'est un billard. Est-ce qu'on n'a pas l'habitude? Oui, malheureusement. Moi, j'hésitais entre 2 arrêts de jeu. J'ai envie de parler des 2, mais je vais en choisir un. Si tu veux, je t'autorise. Je peux t'autoriser à parler des 2. Carte blanche. Ok, je vais essayer d'être rapide. Alors, le premier, c'est juste la belle image du week-end, selon moi. C'est le retour et le but de Mukhtar Diakabi. L'année passée, une très très grosse blessure du côté de Valence, défenseur du Valence, capitaine de Valence. Une très très bonne blessure. On a même la première semaine qu'il ne jouerait pas au foot. Les médecins avaient dit qu'il ne jouerait peut-être pas au foot. Il revient. C'est vrai qu'il avait joué le week-end d'avant, 8 minutes. Il revient, il est titulaire, il marque. Et en plus, Valence gagne et sort. Bon, il est toujours premier relégable, mais revient à égalité avec les premiers barragistes, je pense, qui sortira peut-être de la zone, enfin, de la tête de l'eau. Donc, je trouvais que c'est la belle image, surtout que on voit le joueur qui marque, qui pleure, et le stade qui est en ébullition, de voir son capitaine revenir après une vilaine blessure et marquer dans la situation que le club vit maintenant. Je trouvais que c'est une belle image, je voulais en parler parce que c'était joli. La deuxième, je vais être encore plus rapide. C'est un crève-cœur. C'est juste de voir Marcus Rashford sur le maillot de notre équipe, que celle de Manchester United ce week-end. En tant que fan et supporter de Manchester, le voir, l'enfant du club, sur les couleurs d'un autre club, en plus anglais, avec le numéro 9, c'est pas très beau. C'était un peu l'image crève-cœur du week-end, selon moi. Donc, voilà mes 2. Je savais qu'il y a d'autres personnes dans ce groupe de podcasts qui font la fête, qui ont sorti le champagne, qui sont très heureux du départ de Marcus Rashford. Je ne dirai pas de nom, mais il sera là normalement jeudi, d'ailleurs avec nous, Erwan. Lui, il est super heureux, hein. Là c'est la teuf. Hein. D'ailleurs, Erwan, si on se voit jeudi, j'ai 2-3 petits mots à lui toucher, parce qu'on a 2-3 désaccords. Donc, si tu m'entends, si tu écoutes l'émission, on se trompe. On ne manquera pas de lui dire. Et pour terminer, moi, les arrêts de jeu, j'ai eu beaucoup d'hésitations, j'ai plein, parce que j'ai entendu... J'allais parler de championship, d'anciens coachs du club de Bruges qui sont très bien en championship, qui passent en couple, là, un certain Scott Parker. Il y a plein de trucs, et puis je me suis dit non. Parce que j'ai regardé vendredi sur une application appelée, je sais pas, Telegram, qui diffuse parfois des matchs de foot, peut-être. J'ai regardé le PSG Monaco, et ce PSG, je tiens à m'excuser, parce qu'on a fait une émission avec Carter, et on avait invité Enzo pour parler un petit peu du PSG quand ça allait pas en Ligue des Champions. Et j'avais été assez négatif par rapport à la suite pour la Ligue des Champions, par rapport à cette inefficacité offensive où tu avais un Dembélé qui avait pris la rouge face au Bayern, qui n'avait pas été convoqué face à Arsenal, qui prenait pas solide, un Barcola qui était devenu invisible, avec un Colomani qui était mis au placard, un Désiré Doué qui n'était pas vraiment intégré. Et là, en quelques semaines, tout a changé. Comment un match face à Manchester City peut relancer la saison d'un club. Là, je pense qu'on est honnêtement, je pense que c'est une des 3 plus belles équipes à avoir joué.
T'as évidemment toujours le FC Barcelone, t'as Liverpool, et je les mets dans ce pot-là. Je pense que Liverpool et le Barça prient tous les jours pour ne pas les tirer quand tu vois leur forme actuelle. Mais voilà, faut dire bravo à Luis Enrique. Il est têtu, mais là, il montre que ça marche. J'attends un peu mieux peut-être de Dankvara, parce que sur le début de match face à Monaco, c'était un petit peu compliqué, mais quand tu vois Désiré Doué jouer, que ce soit offensivement ou que ce soit au milieu de terrain, c'est super beau. Dembélé qui devient décisif enfin à 27 ans et qui devient un joueur qui tous les week-ends te facture des buts. Moi, je dis attention à ce PSG. J'y croyais pas. Là, j'attends peut-être toujours la confirmation quand même s'il y a ce match face à Liverpool ou Barça, parce que City, on l'a dit, c'est quand même une équipe cette saison qui est pas fiable et tu te dis, voilà, ça peut peut-être embellir un peu plus le tableau qu'il n'est vraiment. Mais j'aime ce que le PSG propose, j'aime ce que le PSG dégage et j'aime beaucoup de joueurs de ce PSG. Ouais, il y a beaucoup de super joueurs dans cette équipe, en tout cas. Ouais. Là, t'as un João Neves qui continue à prendre une dimension. Mais je me demande, il va partir. Oui, Vitinha qui revient. Mais je me demande, il va partir avec quoi, par contre, comme 11 titulaire, en fait. J'ai hâte de voir en Ligue des Champions. Est-ce qu'il va laisser Désiré Doué au milieu? Est-ce qu'il va ramener quand même son petit chouchou Fabian Ruiz et est-ce que ça veut dire que devant un des trois va sauter, ou alors c'est Désiré Doué qui va commencer sur le banc? Je ne sais pas exactement comment il va partir, mais en tout cas, ça va être une équipe très, très intéressante. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, j'aimerais quand même faire mon mea culpa, parce que j'étais quand même l'un des premiers à critiquer Enrique, et au final, il nous a prouvé qu'il avait raison. Il avait raison d'être entêté. Il a envoyé Randal Colomwani à la Juve. Ça réussit bien pour lui, tant mieux. Mais lui, il a son attaquant, il a trouvé son style de jeu, et ça marche, ça produit du beau football, donc chapeau à lui. Ouais, il n'a pas craqué pour le 9 aussi. On disait à chaque fois, purée, il faut que Paris prenne ce 9, faut arrêter de s'entêter. T'as un Osimhen qui est là, ou même t'as un Gonzalo Ramos, mets-le. Et non, lui, il reste en son idée. Moi, je respecte les coachs avec de la personnalité. Ce serait bien qu'un jour au Bernabeu, il y ait un coach avec de la personnalité, pas un Benny Oui Perez. C'est pas grave si j'ai aucun défenseur central. Non, c'est pas grave si j'ai pas de numéro 9 pour remplacer le ballon d'or en titre. Non, c'est pas grave. Moi, j'accepte tout. Ce serait peut-être chouette. Tant que Florentino Pérez sera président, on n'aura pas ce genre de coach, parce que un coach pareil, il reste pas plus d'une saison. Ouais, ça va être compliqué. On verra quel type de coach sera celui qui est destiné à arriver au Bernabeu. J'espère été 2025 et pas attendre. Moi, je pense à quelqu'un qui a une barbe un peu rousse, qui entraîne en Allemagne. Ouais. Ça me plairait bien. Moi aussi, ça me plairait bien un peu de voir de football, quoi. Pas que individualité, un petit peu prendre du plaisir chaque week-end. Ça serait bien aussi. Donc, sur ce, on peut se dire qu'on termine là. On peut terminer là-dessus, ouais. On termine là-dessus, donc on se retrouve jeudi. On vous dira l'heure sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Let Me Talk Off avec 2 F, pas 1, parce que sinon ça serait bizarre et ce serait qu'on aurait d'autres réseaux sociaux, mais ce n'est pas le cas, évidemment. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous remercie, Mus, Carter. Merci à vous, toujours un plaisir de débattre football, surtout quand on cuisine bien comme ça, donc je suis content. Ouais, plaisir d'être revenu. Ça fait plaisir de revenir, entre guillemets, à la maison, chez nous, à Let Me Talk, après quelques semaines d'absence. Donc, c'était vraiment super d'être avec les copains, franchement. Allez, donc, on se retrouve cette semaine, jeudi. Sur ce, ciao. Ciao.